Bonjour à toutes et à tous. Je voulais, en fait, une des premières choses quand on travaille avec la nature ou même avec les êtres humains, c'est pour la démarche que je vous proposais, qu'on peut appeler une démarche de phénoménologie, d'observation des phénomènes, c'est d'être le plus concret possible. Et le plus concret possible, en fait, on est dans un lieu bien précis, ici, dans une abbaye, avec une grande histoire. Je ne vous fais pas l'histoire de l'abbaye, on l'aura cet après-midi. Mais il y a un motif qui revient partout. Si on regarde autour de nous, en venant, je pense que vous êtes venus par différents chemins, c'est assez labyrinthique pour venir. Et c'est assez intéressant. Je vais vous proposer un petit exercice, et après on parle de ça, et après on passe à la vigne. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de vous lever. Pas de chance, hein. Ça fait un peu de bruit, ouais. Voilà. Et puis, essayez d'être bien dans vos jambes, bien liés à la terre. Donc, vous pouvez sentir comment vous êtes liés à la terre. Et essayez de ressentir ça. Comment vous percevez, avec votre corps, intérieurement, votre lien à la terre, par votre corps, tout simplement. Hein, c'est tout à fait basique comme exercice. Voilà, comme ça. Un petit peu, vous sentez, est-ce que ça pèse? Est-ce que vous êtes lié vers la terre? Est-ce que vous êtes bien posé avec les pieds? Enfin, soyez bien ancré, bien installé. Première chose. Et après, deuxième chose, on a la chance d'avoir une belle voûte. On pourrait être dehors, on pourrait avoir un grand ciel bleu. Maintenant, essayez de regarder en haut et de vous lier comme ça, par votre conscience. Regardez simplement comment, quand vous regardez vers le haut, votre rapport change. Votre regard, enfin votre attention change. Et puis après, essayez de trouver une horizontale, trouver un milieu, simplement. Simplement regarder devant vous, tout simplement. On est dedans, hein, on pourrait le faire dehors, l'exercice serait encore mieux. Voilà, et peut-être juste un bref instant, essayez de vous remémorer ces trois expériences. Hein. Je peux pencher le regard, hein, je me lie à la terre, comment ça se passe. Je me lie à l'espace au-dessus de moi. Quelle expérience je fais? Et puis maintenant, je suis entre les deux, quelle expérience je fais? Comment je vis cette expérience dans ma relation à l'espace, tout simplement. Je vous remercie. C'était pas très compliqué, hein. C'est pas douloureux. Alors, vous voyez peut-être pas encore le rapport avec la vigne, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Maintenant, une question. Si on prend au sérieux ces expériences qu'on vient de vivre, comment on construit un bâtiment? Quel type de bâtiment on construit? Est-ce qu'on construit des cubes où le haut, le bas, la droite, la gauche sont identiques? Ou est-ce qu'on construit ce qu'on voit partout comme motif fondamental du monastère? Des colonnes. Des colonnes. Et une voûte. Regardez comment on est construit, notre corps. Les jambes, comment elles sont. Comment est ma tête? Regardez l'expérience intime, concrète que vous faites. Comment vous ressentez votre lien à la terre? Ça vous attire vers le bas, c'est pesant, c'est dense, c'est compact, c'est une certaine qualité. Vous regardez vers le ciel, vous avez une voûte qui s'ouvre devant vous. Simplement l'expérience concrète vécue. Laissez tomber la tête qui spécule ou qui dit je sais pas quoi. Ce que vous ressentez. L'expérience très concrète qu'on fait chaque fois qu'on sort dehors et qu'on regarde le ciel étoilé le soir ou qu'on regarde le ciel bleu. Ça. Et puis entre les deux, entre la terre et le ciel, vous avez le paysage. Maintenant, regardez partout dans le monastère, entre les colonnes et les voûtes, vous avez le paysage. Vous avez des chapiteaux ornés, splendides, et là, vous avez les plantes et les animaux. Des feuilles de vigne, des feuilles d'acanthe, etc., etc. Le monde de la nature apparaît entre terre et ciel. Ça a été vécu. C'était perçu, c'était vécu intimement par tous les sculpteurs, tous les gens qui ont créé ce monastère. On le voit dans chaque chapiteau. Il faut juste regarder et mettre ce qu'on voit en relation avec son expérience intime. Et c'est une expérience tout à fait fondamentale. Je veux dire, le petit enfant qui commence à apprendre à marcher, il fait cette expérience, quoi. Ça n'a rien
de psychédélique, de fumeux, c'est tout simplement prendre au sérieux ce qu'on vit avec notre corps. Voilà, c'était juste un petit exercice pour vous proposer de rentrer dans cette approche sensible de la vigne, de se dire en fait il s'agit de prendre au sérieux toutes les expériences que l'on fait en rencontrant une plante, et chaque expérience qu'on en fait est vraiment importante et peut m'apprendre quelque chose sur la vigne, par exemple s'il s'agit de la vigne. Là, je vous ai proposé ça pour faire écho avec ce que vous pourrez voir encore cet après-midi. Voilà, donc ça c'est une première chose. Un deuxième aspect qui me paraît vraiment important, c'est un aspect qui n'a peut-être pas été beaucoup traité jusqu'à présent, beaucoup d'aspects ont été traités hier, c'est que quand Rudolf Steiner parle de l'agriculture et parle de la manière dont il faudrait élargir l'agriculture pour l'avenir, hein, comme disait Georg Meissner hier, l'idée c'est vraiment un élargissement de l'agriculture. Très régulièrement, dans son cycle de 8 conférences, il revient, pas de manière moralisatrice et pas de manière lourde, mais discrète par petites touches, en disant « il vous faut développer une relation intime ou une relation personnelle ou une relation individuelle avec l'agriculture, avec la nature et avec le fumier même. » Mais on peut entendre aussi avec les plantes et les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il propose ça ? Est-ce que c'est une méthode, ça ? Si vous regardez tout ce qu'on a fait dans la pratique agricole qui est devenue agriculture, qui est devenue une production agricole et une production animale, c'est-à-dire on n'est plus une culture de la terre, on fait de la production, et on est agri-manager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait tout l'inverse, on a coupé tous les liens qu'on pouvait avoir. Déjà en montant en haut de son tracteur, on perd le lien avec la terre, quelqu'un l'a dit hier. En séquençant les phases du travail, si je suis éleveur, si je suis plus capable de faire naître mes porcelets, je reçois des porcelets déjà de chez quelqu'un d'autre, je ne sais pas d'où ils viennent, je les revends à un certain âge, je ne sais pas où ils vont. Si vous regardez toutes les pratiques depuis un siècle, tout a été fait pour nous couper complètement du lien qu'on peut avoir avec les plantes, avec la terre, les plantes et les animaux. On a parlé hier de la question des pépinières, c'est quand même énorme qu'un viticulteur ne puisse pas faire ses plants, quoi. Alors plus ou moins il peut, mais clandestin, bon, c'est fumeux, quoi. Je veux dire, la crise phylloxérique pour la vigne a été une aubaine pour pas mal de gens parce que c'était la première étape de ce que font les OGM aujourd'hui. Excusez-moi, je suis radical, mais j'ai des documents qui montrent ça très précisément. Le fait qu'il y ait eu le problème du phylloxéra, ça a été une occasion de dire on arrache toutes les vignes parce qu'elles sont toutes susceptibles d'avoir le phylloxéra, même celles qui ne l'avaient pas encore, parce qu'il y avait des marchands de bois qui avaient du bois à vendre, donc des porte-greffes à vendre, parce qu'il y avait beaucoup de business à faire. Même chose avec les OGM. Les OGM, ce n'est pas pour améliorer les plantes qu'on fait ça, c'est juste pour pouvoir breveter la plante, point final. C'est des raisons économiques, en fait. Vous voyez ? Donc on a... Et là, on est coupé du lien qu'on peut avoir. Parce que si je ne sais pas d'où vient ma plante, si je ne sais pas qui a fait mon porte-greffe, comment il a été fait, si je ne sais pas qui a fait mes greffons, j'achète le truc tout près, je ne peux pas être responsable d'un truc que je ne connais pas, en fait. Et le lien est coupé. Et je suis déjà dans une situation très difficile pour me lier. Donc je voulais prendre un petit peu mettre ce thème en exergue. Et puis maintenant, je vais rentrer un peu plus concrètement dans le sujet. Je vais vous proposer un exposé en 3 étapes, en fait. Justement, la question pour se lier à un être vivant, comment on fait ? Il faut employer une méthode particulière, et quand on le rencontre, il faut peut-être avoir une attitude particulière. Je prends souvent cet exemple, si vous voulez vous lier, vous avez des nouveaux voisins, vous voulez vous lier avec eux, faire connaissance, vous ne prenez pas les jumelles pour les regarder à distance. Ça ne sera pas bon pour les relations, vous voyez ? Bah, essayez, hein. Tiens, il n'y a plus de courant, plus rien ? Bon, c'est pas grave. Ah. Vous allez dire bonjour. Et vous allez dire, comment tu t'appelles, etc. Et on commence à discuter. Est-ce qu'on peut faire pareil avec des plantes, en fait ? C'est-à-dire, on ne va pas commencer à prendre la binoculaire, le microscope électronique et faire de la biologie moléculaire pour regarder le quart du détail pour savoir ce qu'est la plante. Il faut peut-être déjà la rencontrer, quoi, telle qu'elle est, en fait, dans sa réalité, telle qu'on peut la rencontrer, comme on peut rencontrer un être vivant. Et un autre point important, c'est que la question ou l'attitude que j'ai va orienter mon regard. C'est-à-dire, si j'arrive vers quelqu'un en lui disant « à quoi tu sers ?» Si le gars il est au chômage, vous serez mal. D'accord ? Parce que, apparemment,
Ce n'était pas la bonne question à poser. Si vous lui demandez qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux devenir, c'est une toute autre attitude. Et là, on peut rentrer dans plein de sujets. Oui, il est au chômage, mais il aimerait bien faire ça. Ce qui te passionne, c'est un truc qui est peut-être pas rentable, mais qui est peut-être très utile pour la société, n'est-ce pas? Il y a plein de choses pas rentables qui sont très utiles et plein de choses rentables qui sont inutiles. Donc, vous voyez? Donc la question à votre plante, votre vigne, il ne faut pas lui dire « Ah, combien tu vas m'enfiler de rendement, à quoi tu sers ?» Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais ce n'est pas la première attitude à avoir. Vous ne la rencontrerez pas comme ça. Si vous la regardez comme ça, vous la réduisez à une machine à pisser du jus ou ce que vous voulez. D'accord? Ça veut dire que la question qu'il faudrait poser à votre pied de vigne, intérieurement, l'attitude, c'est « Qui es-tu » ou encore mieux, « Que veux-tu devenir » Que veux-tu devenir la vigne vers l'avenir? Et ça, c'est une énorme question, en fait. Parce qu'on ne sait pas. Et peut-être qu'en dialoguant avec la plante, on arrivera à le savoir. Mais on ne le sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas, en tout cas. Donc, je ne pourrais pas vous le dire, pas de chance. Si vous attendez que je vous le dise. Mais, vous voyez, qui es-tu et que veux-tu devenir? Ça veut dire que je pose la question de l'être. Je ne dis pas comment tu fonctionnes, à quoi tu sers, parce que là, je regarde la chose comme une machine. Je dis, qui es-tu, toi, vraiment, dans ta nature profonde, et qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas évoluer? Donc je place l'être vivant, je le prends au sérieux comme être vivant. C'est la question fondamentale que nous proposait Goethe. Alors, hop. Si ça veut bien marcher, diaporama. Bon. Voilà. Goethe s'est vraiment posé cette question du vivant, comment développer une science qui permette d'accéder aux principes spécifiques du vivant, de la plante par exemple. C'est-à-dire de ne pas regarder la plante comme un objet, comme une machine, comme un caillou, mais de la regarder comme une plante, c'est-à-dire un être vivant à part entière. Et c'est Rudolf Steiner qui a qualifié Goethe donc de Galilée de la science du vivant. Ça veut dire en fait Galilée a été vraiment pour l'astronomie, a amené une révolution complète, un changement de vision du monde. Le Soleil soit à la place de la Terre, c'est une révolution énorme pour la conscience humaine. Et là, Goethe a fait la même chose, sauf que ça a été beaucoup moins reconnu globalement par la science. Et voilà ce que dit Goethe. Ce qui l'intéresse, c'est changer de paradigme, changer de vision sur les choses. Regarder les mêmes choses avec un autre regard, vous voyez ? Il dit, si j'étais plus jeune, à un certain âge, il dit, si j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé aller en Inde, pas pour découvrir quelque chose de nouveau, mais pour voir à ma manière ce qui a déjà été découvert. Donc, ce n'est pas la peine d'aller loin pour découvrir des choses nouvelles. Vous pouvez aller vous pouvez aller voir votre vigne, vous trouverez peut-être des choses nouvelles à chaque fois. Un autre aspect de la démarche de Goethe, c'est de dire, il ne faut rien chercher derrière les phénomènes, c'est eux qui sont la réalité. Il n'y a pas à se faire des modèles explicatifs. On vit aujourd'hui, prenez une revue scientifique, vous verrez plus de modèles d'atomes, de modèles d'ADN, tout ça c'est du pipeau, c'est des modélisations, c'est des simplifications de la réalité, c'est absolument pas la réalité. À force, on croit plus à un modèle d'atome, là, avec ce petit univers, ou un modèle d'ADN en spirale, qu'à la réalité dont on fait l'expérience quand on goûte, quand on sent, quand on voit. C'est dingue. Les revues scientifiques nous montrent de moins en moins d'images de la réalité, de plus en plus d'images d'imagerie électronique, c'est-à-dire en fait des modèles ou des artefacts, c'est-à-dire des choses qui sont transformées par de multiples machines. Donc la démarche de Goethe, c'est tout l'inverse. On laisse tomber toutes les machines, on balance tout et on commence avec les yeux, le nez, les oreilles, les mains, les pieds, notre corps, notre expérience concrète. Et on prend tout ça au sérieux. Et ça, c'est ça qui va m'enseigner. C'est ça qui va me permettre de comprendre ma plante. Et là, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas celui qui a le super matos scientifique qui peut faire des études fantastiques, qui fait l'expert et qui vous dit « oui, mais moi, avec ma science, j'ai trouvé ça. » Et vous, vous êtes des pauvres Pékins, vous n'avez pas le gros matos, donc vous ne pouvez pas être scientifique. Ce n'est pas vrai. Une autre science est tout à fait possible. Et une science du vivant, ça part... Pour une science du vivant, il faut que ce soit des êtres vivants qui fassent cette science. Et qu'on utilise nos facultés vitales, le fait qu'on est vivant, en fait, justement, comme outil de rencontre d'un autre être vivant. Vous voyez, le fait qu'on est nous-mêmes vivants nous permet de rencontrer un autre être vivant et de le comprendre. Donc ça, on en a déjà parlé. Je voulais juste dire qu'en fait, il y a un aspect intéressant dans le lien entre Goethe et Rudolf Steiner. C'est que Rudolf Steiner a été chargé de... étudier et de publier toute l'œuvre scientifique de Goethe, et il a découvert, Steiner, donc, ce que lui percevait, on va dire, de manière intuitive, directe,
clairvoyante, si vous voulez, ce que Steiner percevait de manière clairvoyante, il y avait une possibilité d'y accéder de manière beaucoup plus lente, peut-être, mais en partant de l'observation concrète, sensible, par nos sens, par la vue, par le regard, par le toucher. Et donc, pour Steiner, c'était la révélation, mais oui, tout un chacun peut aller vers une connaissance plus subtile du monde. Ce n'est pas quelque chose réservé à quelques initiés, à quelques clairvoyants. Et partant de ça, Steiner a dit, ce que je propose, ce n'est pas quelque chose d'occulte, comme j'ai lu dans le journal, ce n'est pas des révélations auxquelles il faut croire, c'est une science de l'esprit, c'est une science, c'est-à-dire une méthode qui permet d'accéder à la connaissance de plans plus subtils que seulement le monde matériel. Qu'est-ce que c'est un plan subtil? C'est déjà la vie. Comment comprendre la vie d'une plante? Hier, des gens disaient comment comprendre l'amour, comment comprendre la joie. Ça ne se mesure pas. Il faut d'autres instruments pour accéder à ça. Mais c'est des réalités. Tout le monde sait ce que ça veut dire, la joie ou la tristesse. Simplement, ça ne se mesure pas parce qu'on n'a pas les bons outils. Donc, il faut avoir une science élargie. C'est dans ce sens-là que Steiner parle de science spirituelle. Donc, c'est absolument pas non scientifique. C'est notre science actuelle qui est trop étroite. Donc la question, c'est de l'élargir et d'avoir des outils adaptés à ce que je veux observer. Et il nous manque effectivement des outils pour observer le vivant. On ne sait toujours pas observer le vivant parce que, on va voir pourquoi. Donc c'était une des recherches essentielles de Goethe, comment se forger une méthode pour accéder au vivant dans la plante. Et donc là, il a fait beaucoup de multiples observations toute sa vie. Il a écrit un livre qui s'appelle « La métamorphose des plantes ». Et on peut justement entrer dans cette de manière assez précise. Vous pouvez regarder une plante comme un objet, et là, vous allez regarder différentes parties, une racine, une tige, des feuilles, une fleur, et vous allez regarder les différents organes et demander à quoi ça sert. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. On prend une plante, on la découpe en petits morceaux, et puis on dessine les parties. Mais en fait, ça, c'est des pièces détachées. C'est une machine. On regarde la plante comme une machine, ce qui n'est pas faux, mais c'est absolument pas suffisant pour la comprendre. Une deuxième manière de l'observer, c'est de la regarder comme un processus qui se déroule dans le temps. Ça veut dire, en fait, si je prends au sérieux ma plante comme être vivant, je vais la regarder tous les jours, et je vais voir que chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. Chaque jour, ça pousse. Quand on dit ça pousse, c'est que ça change. Donc la réalité de la plante, ce n'est pas un truc. La réalité de la plante, c'est une sorte de film. Il faut que je regarde tout le film pour comprendre la plante. Ce n'est pas 3 photos à 3 moments qui vont me permettre de la comprendre. C'est comme si je vous disais, je vous montre 3 photos du film, vous avez vu le film. Non, il manque tout ce qui fait la cohésion, la densité, le fait que c'est dans le temps, en fait. Une plante, c'est un objet étalé dans le temps, on pourrait dire. Donc c'est plus un objet, c'est un processus qui se déroule. Et ça, c'est vraiment important à tenir en compte si on veut regarder la plante comme être vivant et pas comme truc, objet, machine. Je vous présente deux, trois plantes qui ne sont pas de la vigne pour qu'on se forge un petit peu quelques outils pour comprendre justement la nature de la plante, la nature du végétal, brièvement, et après on approfondira en prenant l'exemple de la vigne, bien sûr, plus particulièrement. Ici, vous avez une plante, une renoncule, qui pousse dans un certain milieu qu'on peut trouver assez facilement. On peut observer plusieurs choses intéressantes si on ne regarde pas les parties, mais on regarde un peu l'ensemble. Regardez, vous voyez ici la première feuille qui a poussé, la deuxième feuille qui est apparue ensuite, la troisième feuille qui est apparue plus tard, la quatrième feuille, cinquième feuille, sixième feuille, puis plus de feuilles, des fleurs. C'est quand même étonnant, entre cette feuille-là et cette feuille-là, il y a une différence énorme. Si je vous donnais les 2 feuilles, vous me diriez c'est 2 plantes différentes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre quelque chose de très intéressant, c'est que la plante nous montre par ses formes les étapes de son processus, de sa progression. Elle nous montre qu'elle évolue, et au lieu de répéter, de faire toujours la même feuille, c'est ennuyeux de faire toujours la même feuille, c'est un principe de mécanique. Je fais des photocopies, c'est toujours la même copie. Bon, d'accord. C'est sûr que si les photocopieurs devaient faire des choses comme ça serait spécial comme photocopieur. Mais vous voyez là, chaque feuille est quelque chose de véritablement nouveau. Et ça, c'est une loi du vivant. On ne me répète jamais la même chose. Parce que ce qui s'est passé, cette feuille-là, a modifié les conditions dans la plante, ce qui amène des conditions nouvelles avec une nouvelle feuille, une nouvelle forme de feuille.
Et on pourrait la goûter. Bon, celle-là, je déconseille, elle est toxique. Mais si on goûte une plante, on goûte une plante, par exemple, aromatique, on goûte les feuilles du bas, la tige du bas, et on va jusqu'en haut, on peut voir la même chose que la métamorphose des feuilles, la transformation des formes des feuilles. On a une transformation du goût, une transformation de l'odeur. Et c'est graduel, c'est pas des pièces détachées. C'est pas une feuille tel goût, deuxième feuille tel autre goût. C'est quelque chose de graduel, en processus. Voilà, donc ça c'est un des outils d'observation, on va dire, de rentrer dans la métamorphose de la plante, de regarder comment en fait la plante est un processus, et elle nous le montre. On a une plante qui pousse dans un certain milieu. On pourrait essayer de se demander aussi, est-ce qu'en la regardant comme ça, vous êtes capable de savoir dans quel milieu elle pousse? Alors j'en ai deux autres, très proches, des parentes très proches de la première, renoncules, deux autres renoncules qui poussent dans deux milieux extrêmes. Enfin extrême, la différence est assez importante. La question qui se pose, c'est est-ce que d'après la forme générale que vous voyez ici, alors désolé pour les gens du fond, c'est peut-être un peu juste pour voir que ma plante est un peu en bas. Je réalise ça parce que j'étais hier au fond de la salle. On a vraiment deux plantes très proches, les fleurs sont similaires, quasiment de la même famille, deux renoncules, et le port général est très différent. C'est pas par hasard que j'ai mis ça. Le port de cette plante-là, il ressemble un peu au port de la vigne sauvage et au milieu de la vigne sauvage. Le port de celle-là, il ressemble au port de la vigne cultivée et elle pousse dans un milieu qui ressemble au milieu de la vigne cultivée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est la ficaire. C'est une plante qui pousse en forêt, dans des terres assez riches ou en bord de forêt, dans des terrains frais, très humiques, des fois un peu compacts, etc. Et qui a une tendance à pousser un peu comme une liane, à s'étaler, à s'étendre. Tout est allongé. Elle se perd un peu dans l'espace. Cette plante-là, elle pousse dans un milieu sur l'Écosse, par exemple, sur un milieu calcaire très sec, en plein soleil, plein cagnard, totalement exposé, donc pas du tout d'ombre, et une terre maigre et aride, sèche. Et on a une plante chez laquelle les feuilles sont totalement contractées, réduites quasiment à la nervure principale, retenues à la base, et la fleur s'élève au-dessus de cette masse de feuilles. C'est pour vous montrer à quel point, ce n'est pas la même plante évidemment, mais c'est deux plantes très parentes. On peut supposer que dans le passé, il y a quelques millions d'années, c'était la même plante. Et au fil de l'évolution, elles se sont diversifiées parce que les critères des organes floraux sont très proches. Les caractéristiques des organes floraux sont très proches. C'est pour vous montrer à quel point le milieu agit sur la plante et que tout autant une plante est un processus, pour comprendre une plante, il faut la regarder dans le temps, au fil de sa croissance dans le temps, il faut aussi la regarder dans son milieu. Et se poser la question, alors là, on est dans des plantes sauvages. Si les conditions ne sont pas là, la plante ne germe pas. La dormance n'est pas levée. La plante ne pousse pas. C'est l'histoire des plantes bioindicatrices. Quand vous cultivez une plante, c'est différent. C'est vous qui dites à votre plante, écoute, tu pousseras là. Et la question de l'adéquation du porte-greffe, du greffon ou de la plante à la parcelle, au terroir, est énorme. Parce que là, c'est vous qui décidez pour la plante. Dans la nature, la plante, elle décide. Et quand ça ne lui convient pas, elle ne germe pas. Et ça, c'est... Il y a des plantes qui peuvent attendre, des graines qui peuvent attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, sans germer. Le jour, château fort, par exemple, dans des châteaux forts, on fait des fouilles, on amène des graines de jusquiam à la lumière, tout d'un coup, tac, elles germent. Et il semble que ces graines étaient là peut-être depuis 200-300 ans. Vous voyez? Donc là, c'est les conditions. La graine a une intelligence qui lui permet de germer si les conditions requises sont présentes. Quand vous faites ce travail, c'est pas simple. Il faut vraiment trouver la manière d'avoir la meilleure adéquation possible entre votre pied, votre plan et votre parcelle. Jadis, c'était beaucoup plus simple. On marcotait, on gardait les pieds du terroir qui s'étaient adaptés depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, on achète des choses, quoi. Donc, on a un vrai problème déjà. Une vraie question. Ça, Georg a montré ça. Je vais peut-être passer dessus rapidement. C'était voir l'effet de la lumière et l'effet de l'ombre. En fait, on voit ici, Georg l'a montré hier, Georg Meissner, ici on a une plante qui a poussé plutôt à l'ombre, sans lumière directe, et ici on a une plante qui a poussé à la lumière directe. C'est un petit peu la même chose que ce que j'ai montré précédemment. On voit que la lumière cisèle les formes, la lumière va découper, la lumière va renforcer les fleurs, vous voyez, beaucoup plus de fleurs,
Donc la lumière renforce l'expression de la plante, alors que l'ombre va renforcer le développement végétatif, la masse de feuilles, en fait. Et c'est quand même une polarité fondamentale avec laquelle on travaille toujours en biodynamique, qui est vraiment intéressante à observer, hein, puisqu'on a ces deux préparations dont on parlait hier, hein, la bouse de corne qui va renforcer ce côté, on va dire, ombre, de masse de feuilles, de quantité de feuilles, de végétatif, et la lumière qui va renforcer l'expression florale, la découpe, la ciselure, la structuration, y compris dans les parfums, y compris dans les pigments, y compris dans les arômes. Alors, un autre aspect, je fais l'impasse, voilà. Et je voulais maintenant prendre quelques éléments qui peuvent être intéressants vraiment pour le travail aussi en viticulture. On l'a évoqué hier, la solution n'est pas simple, ça a été dit par Guy Bossard, il a fait des essais, c'est pas facile. N'empêche que si je regarde une plante, toute plante supérieure à fleurs passe par la graine. Et ce stade de la graine est quand même un stade très intéressant. C'est le stade où la plante, on pourrait dire, fait le point. Tout le monde sait ce que ça veut dire, faire le point. Hein. Quand vous avez fait trop de choses, vous étiez trop dans l'activité extérieure, vous avez besoin de faire le point pour vous. Ça veut dire quoi? Le terme est exact. Hein. Ça veut dire vous rassemblez, vous concentrez. Vous n'êtes plus dans l'expression extérieure, vous êtes centré en vous et vous essayez de vous dire, mais voilà, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Où est-ce que j'en suis, quoi? Hein, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je veux faire? Et finalement, la plante, quand elle est dans sa graine, elle est à ce stade-là. La graine, c'est le minimum de matière et le maximum de potentiel, c'est-à-dire toute expression extérieure a disparu, la plante s'est concentrée complètement et se ressource en fait, se ressource à son identité. Et donc au moment de la germination, il y a cette nouvelle fécondation, la graine qui s'est ressourcée, se lie à la terre et crée une nouvelle plante. Et c'est vrai que quand on travaille simplement avec une multiplication végétative, on ne permet jamais à la plante de faire le point. Imaginez-vous, simplement, pour prendre une image, vous ne pouvez jamais faire le point dans votre vie. Vous êtes toujours, c'est le burn-out classique, quoi. Tous les gars qui sont toujours à 100% entre 4 trains, 4 machins, toujours en train de faire quelque chose, de répondre à des sollicitations extérieures, ça donne quoi un burn-out? Je ne dis pas que votre vie n'a le burn-out, mais pourquoi je vous donne ces exemples? C'est pour montrer comment beaucoup de processus de vie qu'on peut observer sur nous-mêmes peuvent nous aider à comprendre le vivant dans la plante. C'est ça que je veux vous montrer. Ce n'est pas si compliqué, parce que nous sommes vivants aussi. Et donc, si on s'observe, on peut aussi observer ce type de processus chez les plantes. Hein. Un deuxième aspect très, très important chez le végétal, c'est qu'après avoir fait le point, une plante qui démarre, elle fait un axe. Elle se place en fait entre terre et ciel. Et toute plante fait ça. Toute plante qui germe commence par faire un pivot vers le centre de la terre et ensuite une tige vers le ciel. Elle se place dans cet axe dont on a fait l'expérience tout à l'heure, au début, là, avec mes colonnes, vous voyez. Toute plante fait ça. Comment peut-on préserver ça au maximum pour notre vigne? Moi, si je regarde, j'ai l'impression qu'on fait tout pour lui empêcher d'avoir ça. Des racines très latérales. Les porte-greffes américains ont des racines beaucoup moins profondes que les francs de pied, d'après mes lectures, je ne suis pas expert. Et alors, pour la monter vers le haut, on passe son temps à écimer, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, comment... Je ne vous donne pas de solution, je ne suis pas viticulteur. Je pose simplement la question, comment garder cette qualité pour la plante de cet axe fondamental qui est l'axe de la plante comme l'axe de l'être humain. Si je vous coupe du ciel en vous enfermant en permanence, je vous coupe du sol aussi en vous empêchant de vous ancrer sur vos pieds, comment vous êtes? Vous êtes dans une bulle intermédiaire sans relation, sans tension entre cet axe terre et ciel. Et c'est quelque chose de vraiment fondamental pour chaque plante. Chaque plante fait ça au début de sa croissance. Même les plantes parasites, elles commencent comme ça. Donc le point et la ligne. On fait de la géométrie de base. Hein. La plante fait de la géométrie de base. Hein. Il y a un collègue qui fait de la géométrie plus complexe là en face de moi, mais moi je fais que de la géométrie de base. Voilà. Et là on voit à nouveau, à partir de ce point, la graine, de l'axe terre-ciel, comment ensuite, troisième étape de la plante, elle se déploie alors dans l'espace, dans les différentes directions, elle déploie ses feuilles à la lumière. Ça, c'est la troisième phase. Point, ligne, plan. La plante ouvre des surfaces, des plans qui sont en interaction avec la lumière, avec l'air, etc.
3 étapes bien différentes. Et ces 3 doivent se passer vraiment le plus correctement possible. Et il faut se poser la question pour chacune de ces 3, comment les préserver et les soutenir au maximum. Vous voyez, quand je dis regarder la plante comme un processus, ben là, on a observé une plante toutes les semaines. Et si vous essayez, par la pensée maintenant, on va faire un tout petit exercice de pensée vivante, on pourrait dire, essayez par la pensée de vous dire, tiens, je regarde cette plante, et puis j'essaye de la transformer dans celle-là, et la transformer dans celle-là, la transformer dans celle-là, et la transformer dans celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai des feuilles de forme simple. Ensuite, la tige s'élève. Les feuilles ont des formes plus complexes, plus découpées. La tige s'élève encore. Les feuilles sont encore plus complexes, plus découpées. Et puis, il y a un arrêt de croissance, la fleur. La fleur arrête tout. Chez la plupart des plantes, un grand nombre de plantes, la floraison arrête la croissance totalement. Alors vous allez dire, chez la vigne, ce n'est pas du tout comme ça. Oui, justement, c'est très intéressant, ce n'est pas du tout comme ça. Et c'est un outil pour comprendre la vigne, de regarder comment ça se passe de manière générale et comment la vigne est particulière. Et si on prend ça, on prend les feuilles de la plante que je vous ai montrées avant et on les met les unes à côté des autres en partant de la toute première feuille qui est apparue sur la graine, et je les mets dans l'ordre de leur apparition jusqu'à la dernière feuille qui était juste avant la fleur. J'ai quelque chose de très intéressant. J'ai en fait là, elles ont été mises en boucle volontairement, mais je vois comment, progressivement, chaque feuille grandit, donc j'ai une expansion, devient de plus en plus grande, mais aussi est de plus en plus découpée. Vous voyez, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vient découper toujours plus la feuille, et puis à partir de ce stade-là, la feuille ne grandit plus. On peut faire une digression politique. Hein. La croissance interminable, ça n'existe jamais nulle part dans la nature. Hein. Il n'y a que nous qui pensons qu'on peut toujours croître. Hein. Croissance. Ben non, il y a de la décroissance, là. Ce n'est pas de la décroissance. Elle ne revient pas du tout à la case départ. C'est de la concentration pour atteindre un nouveau niveau, palier. Parce que qu'est-ce qui se passe après la dernière feuille? J'ai une fleur, quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça peut donner une très belle image pour ce qu'on pourrait essayer d'inspirer à faire dans la société. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais n'empêche, on est dans les processus de vie. Est-ce qu'on considère notre société humaine comme quelque chose de vivant ou comme un truc mécanique? Donc vous voyez, ici on a croissance de plus en plus grand, contraction de plus en plus petit, la taille des feuilles. Par contre, la complexité augmente en permanence, toujours plus complexe. Puisqu'après on va arriver à une fleur encore plus complexe. Ça veut dire encore plus de qualité. Encore plus ciselé. L'arôme dans la fleur, l'arôme dans le fruit est beaucoup plus complexe que l'arôme dans la première feuille du bas. C'est vert, c'est un goût d'épinard. Toutes les feuilles ont le même goût en bas. Donc il y a une complexification, un affinement, mais de moins en moins de substance. Si on résume ça, voilà, on pourrait dire, on a le processus de croissance fait comme ça, là, processus de croissance, et le processus de différenciation augmente toujours plus jusqu'à la fleur. Comment avoir le processus de différenciation qui augmente toujours plus dans votre vigne? Parce que ce que vous voulez avoir, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, de très différencié. Et on voit bien que ces deux processus jouent ensemble de manière assez subtile. Voilà, on passe à la vigne. Je vais montrer quelques aspects de cette plante très particulière. Là, on voit une belle qui monte. J'ai eu la chance là aux États-Unis de pouvoir prendre justement un Lariparia, c'est-à-dire une des origines de vos porte-greffes. C'est effectivement impressionnant. On a des grands arbres en bord de rivière. C'est une plante de bord de rivière. Et alors, elle envahit vraiment les arbres en faisant une espèce un voile énorme qui couvre toute la couronne des arbres. Et elle part d'un point, mais on ne sait pas où elle est. On ne sait pas s'il y a un pied, 2 pieds, 3 pieds. C'est énorme. Ça part partout, dans tous les sens. Et il y a une quantité de fleurs en haut, à la surface, quoi. Mais c'est toujours une plante de lisière et de lisière de rivière, a priori, donc qui pousse sur les arbres de bord de rivière. Donc j'ai pas de photo là de notre vigne Vitis sylvestris sauvage, on peut en trouver ici aussi, mais c'est intéressant de regarder la plante d'origine ou les plantes d'origine avec lesquelles on travaille. Bon, ça c'est la biodiversité du milieu. J'ai pris cette image, j'aurais pu en prendre une autre. C'était pour vous rappeler qu'en fait la vigne sauvage, c'est une plante qui vit dans les milieux où il y a la plus haute biodiversité. En Alsace, il reste quelques vignes sauvages le long du Rhin.
c'est les forêts alluviales du bord du Rhin qui ont le plus haut degré de biodiversité et la plus grande complexité. Il y a des plantes herbacées, il y a des arbrisseaux, il y a des arbustes, il y a des lianes, il y a des grands arbres, et vous la mettez en monoculture. C'est différent avec les céréales. Les céréales sont des plantes qui aiment bien être en monoculture. J'exagère. Elles ont quelques autres plantes. Mais si vous allez en Palestine, vous verrez des champs de céréales naturels, avec des bleuets, des coquelicots, des camomilles, etc. Mais pas une grande diversité. C'est des plantes sociales, les céréales. La vigne sauvage, c'est une plante qui pousse avec une biodiversité végétale énorme et une biodiversité animale énorme. Plein d'oiseaux, plein d'animaux. Les forêts du bord du Rhin, c'est le top de la biodiversité dans la région d'Alsace, par exemple. Donc, quid? Une plante qui vit à l'origine avec une biodiversité extrême, on la met en monoculture. Alors, évidemment, c'est une liane ligneuse, ça veut dire deux choses. Une liane, ça veut dire qu'elle part dans tous les sens, elle n'a pas de centre, elle est un peu dispersée dans sa dynamique de croissance. Ligneuse, c'est l'inverse. Qu'est-ce que c'est faire du bois? C'est un processus de dessèchement, de contraction qui resserre. Donc, elle est entre l'arbre et la plante rampante, on pourrait dire, la vigne. Ah oui. Si je mettais deux extrêmes, je pourrais dire la vigne, elle est un peu entre un conifère, une plante qui est totalement ligneuse. Qu'est-ce que ça veut dire le principe ou le processus du ligneux, faire du bois? Imaginez-vous une plante qui se dit, maintenant je fais que du bois, mon obsession c'est faire tout sec. Ça donne un épicéa, tout est sec. Même les feuilles, les aiguilles, au lieu d'avoir des feuilles étendues, c'est sec, et c'est tout dur et tout serré, tout étroit. Tout est étroitisé. Les fleurs d'épicéa, c'est des fleurs en bois, c'est des cônes, tout est en bois. C'est normal, il a inventé le bois, enfin les conifères ont inventé le bois, donc ils font du bois. Vous voyez, ça tout est contracté, retenu, resserré. Ça c'est le geste de côté ligneux, former du bois, ce processus. De l'autre côté, la liane ou la plante rampante, c'est l'inverse. C'est une plante qui s'étend, qui vrille, qui s'entoure. Le liseron, prenez le liseron, il ne sait pas où il est, il s'étale partout, il vrille, il n'est même pas capable d'avoir une tige rigide du tout, rien du tout. Et la vigne, elle est entre les deux. C'est une liane ligneuse. Donc il faut travailler avec ces deux pôles et trouver l'équilibre. Si vous la transformez trop en liane, elle va être trop végétative. Si vous la transformez trop en ligneuse, c'est ce qu'on a fait. La vigne cultivée par rapport à la vigne sauvage est devenue un petit arbre. Jusqu'où on peut aller, comment on soigne ça? Je vous donne des images ou des éléments en fait pour comprendre la plante, pour l'observer, pour vous en étonner à nouveau, on pourrait dire. Étonnez-vous de votre vigne, laissez pousser des vignes en hauteur, quelques pieds de vigne, laissez les pousser sans les tailler, ou faites-les grimper, regardez comment ça pousse, profitez de toutes ces expériences. Quelques éléments maintenant de la croissance de la vigne, assez surprenants, dont on parle peu en tout cas en général, c'est que si vous semez des pépins, la vigne, au début, elle fait 2 feuilles cotylédonaires, et ensuite, elle a ses feuilles en spirale. Comme la plupart des plantes, il y a une tige, un axe, et les feuilles apparaissent en spirale. Ce n'est pas le cas sur les vignes adultes. On va voir. Sur les vignes adultes, les feuilles sont opposées l'une face à l'autre, à 180 degrés, comme ça. Chez la jeune vigne, elle a cette spirale. Et si on approfondit, on peut voir que cette spirale de feuilles a un lien particulier avec le rythme du soleil. Si vous ne laissez jamais passer votre vigne par le pépin, elle n'a jamais la chance de vivre sa jeunesse. Ce stade-là, il n'existe pas quand vous travaillez simplement avec la reproduction végétative. Je ne sais pas les conséquences que ça a, je montre juste tout ce qu'on empêche, tout ce qu'on ne permet pas à la vigne de faire dans son expression globale. Il faut déjà regarder, faire un état des lieux complet, comprendre la plante vraiment si on veut l'accompagner. Parce que si on dit oui mais on ne peut pas, oui mais on ne peut pas, dans ce cas-là, on va se coucher si on ne peut rien. Donc là, je ne vous donne pas des recettes, je vous pose les questions. Je dis tiens, ça, vos plants de vigne que vous achetez, ils n'ont pas eu ce stade-là. Il n'y a pas de chance. La jeunesse, on ira à l'école tout de suite. À la naissance, on met les bébés à l'école. Bon, excusez-moi, l'image est brutale, évidemment, mais c'est juste pour marquer un peu les esprits. Pareil, si vous laissez une vigne qui a été taillée un moment et une année, vous ne la taillez pas, regardez le comportement, c'est très intéressant. C'est l'inverse d'un conifère. Un conifère, il ferait une tige. Les branches du haut seraient les plus courtes et les branches du bas seraient les plus longues. Là, c'est l'inverse. C'est une plante qui veut vraiment fuser vers le haut et s'étendre dans toutes les directions vers le haut. En fait, une sorte de tension vers le haut permanente. Voilà. Donc, il y a un geste particulier. Et évidemment, comme l'ahoutement, la lignification n'est pas totale,
elle retombe à chaque fois. Vous voyez ce que je veux vous amener un petit peu à rentrer dans le geste de croissance de la plante. Elle cherche à monter, à s'élever par ses tiges, par ses rameaux chaque année, hein, par ses sarments. Mais après, chaque fois, elle retombe en fait dans la pesanteur. Elle se construit comme ça, la vigne. Et c'est pour ça que s'il y a un support, voilà, elle reste. Et sinon, elle retombe. Mais en permanence, elle cherche à s'élever le plus haut. C'est son aspiration. Le durcissement n'étant pas suffisant, elle retombe. L'année suivante, elle cherche à s'élever et elle retombe. C'est une toute autre dynamique que d'être une céréale. Hein. Un seigle, le seigle, il monte sans aucun problème. Il a sa silice qui structure sa tige. Il monte. Et s'il est en bonne santé, qu'il est bien soigné, il fait 2 mètres de haut et il ne verse pas. Et il est tout fin. La vigne, elle est épaisse. Elle cherche à monter et elle retombe. Et en disant ça, je ne dis rien de positif ou négatif contre le blé ou entre le seigle et la vigne. Je montre que c'est simplement 2 modes d'expression tout à fait différents du végétal. Et c'est intéressant de les comprendre. Et de se dire, tiens, pourquoi jadis les Romains, les Grecs, ils plantaient, ils semaient des céréales entre la vigne. Tiens, bon, parce que c'est peut-être 2 extrêmes différents. Peut-être ça se complète. C'est peut-être pas si bête que ça. Peut-être pas que pour des raisons pratico-pratiques. Parce que les anciens, ils n'avaient pas qu'un regard pratico-pratique, sinon ils n'auraient pas fait des chapiteaux comme ça. Hein. Ils auraient mis des cubes en béton, hein, comme on fait. Ben ouais. Voilà, donc cet aspect-là, la vigne, j'ai dit donc liane, bien sûr, hein, je viens d'en parler, donc qui retombe toujours, qui est soumise à la pesanteur, elle cherche à s'élever vers le ciel, vers la lumière, mais soumise à la pesanteur à nouveau. L'autre côté, le côté ligneux, là, celle-là, elle est un peu abîmée. Ça a été dit hier, mais c'est un aspect vraiment important. Le bois, en fait, on peut comprendre vraiment le bois. Et la vigne essaye de faire du bois, essaye de faire du cambium. Ce n'est pas le bois le plus élaboré, ce n'est pas le cambium le plus élaboré. Des arbres qui vont beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi on dit que c'est de la terre surélevée? Ce n'est pas une image bébête de dire c'est de la terre et puis la terre s'élève. C'est une image du processus réel. Quand Steiner dit le bois ou le tronc d'un arbre, c'est la terre surélevée, il veut dire qu'en fait, comparé à une plante annuelle, vous avez une petite plante annuelle, un petit senson, une plante annuelle, qu'est-ce qui se passe avec toute la matière de la plante à la fin de l'année? Tout se décompose et redonne de la terre, de l'humus. Eh bien, un arbre, toute cette matière-là, au lieu de la décomposer et de donner de l'humus, il la garde et il l'accumule. Donc, ce qui donnerait l'humus avec des plantes annuelles, ça donne du bois sur des plantes ligneuses. C'est ça, quand on dit c'est de la terre surélevée, c'est-à-dire ce support vivant qui donnera l'humus avec des plantes annuelles est conservé par la plante ligneuse, elle se garde sa matière, et dessus, chaque année, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va former des graines, et les graines, c'est des bourgeons. Donc les bourgeons, de ce point de vue-là, on peut vraiment les comparer aux graines. Donc effectivement, même si vous ne passez pas par le pépin, il y a peut-être des choses à explorer avec le travail, le soin des bourgeons. On fait ça pour les pommes de terre en biodynamie, on utilise des bourgeons, des yeux de tubercules, des yeux de pommes de terre pour régénérer les pommes de terre. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la vigne, mais le bourgeon est une sorte de graine, en fait, à cette qualité de la graine. Donc soignez vos bourgeons. En automne, il faut vraiment que les bourgeons soient bien protégés, soient bien fermés, des écailles bien durcies, bien séchées, qui isolent bien la plante de l'environnement humide extérieur et qui permettent à la plante de se ressourcer au moins par le bourgeon. Donc c'est un point particulièrement important, le bourgeon. On ne l'appelle pas œil pour rien. On l'appelle œil dans plusieurs langues. Et il y a des études assez récentes ont montré que les bourgeons des arbres et des plantes, en hiver, quand ils sont fermés, ils pulsent en lien avec des rythmes cosmiques précis. Et c'est des études très précises faites par un mathématicien, Lawrence Edwards, qui montrent que, par exemple, les bourgeons du chêne s'ouvrent un petit peu quand la Lune est en opposition avec la planète Mars. Le chêne a une affinité à Mars, et c'est prouvé par des observations très précises, etc., avec d'autres plantes. Donc il y a vraiment un moment où la plante n'est plus à l'état de graine ou de bourgeon, elle n'est plus en lien avec l'environnement proche terrestre, la Terre, l'eau, mais elle est en lien avec les planètes, le cosmos, on pourrait dire. Comment on permet à la vigne de faire ça? Et est-ce que là, il n'y a pas des pistes pour une régénération? Voilà, je vous disais, la jeune vigne qui sort de pépin, elle a des feuilles en spirale,
Après la vigne adulte, je pense que vous l'avez tous observé, les feuilles sont opposées à 180 degrés. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle la dorsiventralité, les feuilles sont opposées face à face. Donc il y a un nouveau principe qui vient s'exercer et qui place la vigne, en fait les feuilles sont dans cet axe, un peu l'axe terrestre qu'on a, ou l'axe qu'ont les animaux avec un avant et un arrière. C'est assez particulier, il y a assez peu de plantes qui font ça. Après, on peut regarder évidemment le détail, la forme des feuilles, hein, qui est très, très intéressante. Si on regarde différentes feuilles, vous voyez, on a évidemment toute la palette, si je me souviens de la métamorphose des feuilles que je vous ai montré, et on prend ça comme critère. On pourrait dire ici, on a une feuille qui est plus proche du stade de différenciation. Elle est assez découpée. C'est des cépages différents, hein, c'est juste pour exercer le regard. Hein, et les dents sont assez formées. Chez d'autres cépages, dans d'autres situations, vous avez des feuilles beaucoup plus rondes et qui perdent quasiment la forme. Ici, on voit une tendance à perdre la forme. On pourrait dire que là, pour moi, il y a la matière domine sur la forme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La forme n'est pas bien dessinée. Le dessinateur n'a pas réussi à s'exprimer et il y a tellement de matière que c'est gaufré. Si vous observez ça, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a un certain déséquilibre présent qui s'exprime par la forme dans ma plante. Alors, ça peut être à cause du cépage ou à cause de je ne sais pas quoi, ça peut être à cause de l'année, ça a plein de raisons. Mais en tout cas, cet indicateur vous dit, là, excès de force de croissance, manque de force de différenciation. Comment je peux renforcer la différenciation de ma plante? Parce qu'elle est gaufrée, parce que la forme n'est pas très régulière comparée à celle-là. Vous voyez, là, la feuille n'est pas du tout gaufrée et la forme est beaucoup plus régulièrement découpée. Donc là, vous avez un outil d'observation direct pour essayer de voir. Alors, manque de différenciation, en biodynamie, de manière assez simple, la première réaction, ça pourrait dire, ah bon, il faut peut-être passer une silice. Bon, il faut réfléchir avant de la passer tout de suite, mais ça pourrait être... C'est-à-dire la silice va apporter plus de lumière, donc plus de force de différenciation. Ça pourrait être une première réaction de base qui n'est pas fausse. Il faut voir si c'est le bon moment, etc. Hein. Mais, par exemple, pour vous donner une chose concrète, à l'inverse, si je vois des feuilles qui sont trop petites ou trop découpées, trop dentées, trop resserrées, trop épaisses, je me dis, oula, là, il y a un peu trop de force de différenciation, trop tôt. Est-ce qu'il ne faut pas permettre aux feuilles de s'épanouir un peu plus, de se développer un peu plus? Aux prochaines, hein. Celle-là, c'est trop tard pour elles, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre un coup de bouse de corne, une pulvérisation de bouse de corne pour renforcer un peu ce développement végétatif de manière harmonieuse? Vous voyez, donc là, par l'observation, on a directement des outils pour penser ce qu'on va faire, quoi. Et alors, c'est intéressant. Je prends des feuilles de différents cépages et vous verrez qu'il y avait évidemment une palette assez intéressante de formes. Je vous incite à regarder les différentes formes des feuilles, les formes des feuilles des différents cépages en fonction des régions. Il semblerait qu'effectivement, il y ait comme un axe un peu nord-sud et un axe blanc-rouge. Nord-sud, c'est-à-dire plus on va vers le sud, plus on a des cépages à feuilles découpées. Ce n'est pas toujours le cas. Ça paraît très logique, il y a beaucoup plus de lumière dans les régions du sud. Dans les régions du nord, on a plutôt des cépages à feuilles rondes. Ça pourrait permettre aussi de mieux savoir par rapport au terroir dans quelle parcelle on va mettre quel cépage, pourquoi pas. C'est un des outils d'observation qui peut être très utile. Et puis là, c'est assez marrant parce qu'en fait, ici, on a 4 cépages blancs. C'est tiré d'un bouquin de... Oui, Ferré, là. Bouquin d'ampélographie. Et là, on a 4 cépages rouges. Et c'est quand même assez étonnant. Les cépages rouges, de manière... ont des feuilles plus découpées. Mais un cépage rouge, de toute façon, globalement, tout est plus différencié. Il fait plus de pigments, il fait plus de tanins, tout est plus structuré, tout est plus... C'est dans sa nature. Vous voyez ? Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, toutes les observations que vous pouvez faire sur la plante, la forme des feuilles, le port, est-ce qu'il aoûte bien, est-ce qu'il se lignifie bien, est-ce qu'on peut... Voilà, il y a des cépages qu'on peut tailler en gobelet, d'autres on ne peut pas, parce qu'ils sont trop souples, justement. Tout ce que vous pouvez observer, vous pouvez rassembler toutes ces observations, donc le port de la plante, la souplesse ou la capacité à se lignifier des sarments, la forme des feuilles, la couleur de la grappe, la forme de la grappe, tous ces aspects-là, vous pouvez les rassembler et essayer de vous faire une image personnelle de chaque cépage. Mais quel est le caractère de chaque cépage? Et chaque fois que vous faites une nouvelle observation, vous l'ajoutez, et les cépages, ça va devenir des personnages avec des tempéraments bien précis. Et du coup, vous pourrez beaucoup mieux ajuster vos traitements et vos manières de les accompagner.
Parce que c'est des personnalités différentes, quoi. Si on a 3 enfants dans une famille, chacun a un tempérament différent. Si vous appliquez le même régime à tout le monde, ça ne marchera pas, quoi. Parce qu'un enfant, il peut être hyper sanguin, il faut que ça change, il faut que ça bouge, et puis l'autre, il est phlegmatique, il lui faut une demi-heure avant de se mettre en route, mais quand il est en route, il ne s'arrête plus, parce que, voilà. Ces pages, il y a peut-être de ça aussi, quoi. Voilà, donc ce fait que notre vigne, elle cherche toujours à s'élever plus haut, hein, ça c'est clair. Voilà, ça c'est une belle image, on va pas aller trop longtemps là-dessus. J'ai combien de temps encore? 5? Wow. Bon. Voilà, différents stades de développement d'une feuille de vigne. La vigne ne fait pas véritablement de métamorphose des feuilles, hein, là, mais vous avez d'ici à ici le tout premier stade jusqu'au stade adulte de la feuille. C'est intéressant de voir que la forme est présente avant que la matière remplisse la feuille. Donc la forme est déjà présente en miniature, les axes principaux sont déjà présents, et la matière vient remplir ensuite. Donc c'est pas la matière qui s'accumule et qui crée une forme par hasard, la forme est déjà, l'idée est là avant la matière, on pourrait dire. C'est un peu philosophique, mais il y en a pour la journée à réfléchir à ça, hein, se dire est-ce que l'idée est avant la matière? L'organisation du rameau est assez particulière chez la vigne, puisque les fleurs qui donneront les fruits sont en bas du rameau. Chez une plante entre guillemets normale, excusez-moi, je ne dis pas qu'elle est anormale la vigne, les fleurs sont en haut et stoppent la croissance, sont à la fin de la croissance. Alors que là, on a quelque chose de très particulier. On a une plante en pleine croissance végétative qui fait ses fleurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout au stade de différenciation. Elle est en plein début de croissance, si je me souviens de ma petite métamorphose, et elle fait déjà les fleurs, et elle redouble après de feuilles et de vrilles. Comment comprendre ça? Ça veut dire que c'est un stade bien particulier, et la fleur, au lieu d'être au sommet de la tige, c'est-à-dire ouverte vers le ciel, hein, l'élément vraiment cosmique, chez la plupart des plantes, les fleurs s'élèvent, s'ouvrent au ciel, et on pourrait dire ne s'intéressent pas du tout à la terre. Ils ont vraiment, comme quand vous avez levé la tête vers le ciel, c'est l'attitude de la plupart des fleurs, de beaucoup de fleurs. La fleur de vigne, c'est très différent. Elle a son petit capuchon, elle ne veut pas s'ouvrir au ciel, elle est plus ou moins cachée sous les feuilles. Et pour quelqu'un qui est un mécréant comme moi, si je regarde des fleurs de vigne, je me dis c'est des jolis bourgeons, mais la fleur, elle vient quand là? Puis ça tombe, et puis c'est passé, puis il n'y a toujours pas de fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'expression florale par les formes. Il y a une logique, évidemment, à ça, et il faut la trouver. Hein, ne prenez pas ça pour une critique, mais c'est des questions. Les botanistes ont longtemps réfléchi comment comprendre la vigne, et il y a une théorie que je trouve assez intéressante, c'est de dire en fait, un rameau de vigne, c'est un empilement de tiges qui se superposent les unes sur les autres. Et du coup, on peut comprendre la vrille ou la fleur, c'est la fin d'un premier rameau. Mais il y a tellement de puissance végétative qu'elle en refait un deuxième. Une plante normale, elle s'arrêterait là. Elle ferait sa fleur, elle s'arrêterait. Stop. La vigne a une telle puissance végétative, elle en refait un deuxième. Une feuille, une vrille. Elle devrait s'arrêter là. Mais non, il reste encore plein de puissance végétative. On continue. Et on continue. Et on continue. Alors, vous pouvez le prendre comme une info, dire c'est sympa. Ce que je souhaiterais plutôt vous transmettre, c'est de dire, mais essayez de le ressentir intérieurement, vous dire qu'est-ce que ça signifie, une plante qui se construise comme ça, toujours, et chaque fois, elle a une puissance végétative énorme qui permet de refaire un rameau, une fleur, elle s'arrête, ou une vrille, et puis elle continue, et elle continue. Et en fait, une pensée vivante, c'est ça, c'est essayer de rentrer dans la plante, si on peut dire, ou de se mettre à la place de la plante, d'être en empathie pour essayer de la ressentir, la comprendre intérieurement et pas seulement extérieurement. Et ça change beaucoup de choses pour votre rapport à la plante. Voilà, plante, la vigne qui veut toujours s'élever. Donc les vrilles, j'en ai parlé. Les vrilles, on pourrait approfondir. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'en parle pas beaucoup plus. Mais c'est très, très particulier. Hein, quelque chose qui va toucher les éléments physiques. Et alors le plus étonnant des vrilles, c'est ça, c'est que les vrilles sont homologues des fleurs. Alors une fleur, c'est quelque chose... on pourrait dire qui est achevé, qui arrive à la fin de la croissance de la plante en général. La vrille, c'est quelque chose qui est tout au début. C'est des tissus qui restent très très jeunes, très juvéniles. C'est pour ça qu'ils sont sensibles. Ils restent à l'état de méristème. C'est une contradiction incompréhensible pour moi. Qu'une fleur soit homologue d'un tissu méristématique, c'est comme si un bébé était l'équivalent d'un vieillard, quoi. Enfin de quelqu'un à l'apogée de sa vie, quoi. Et la vigne, elle fait ça, donc il faut le comprendre. Donc, je peux pas la... Mais vous voyez, c'est extrêmement surprenant. Voilà, on a pas mal d'exemples de ça vous connaissez évidemment, les stades intermédiaires qui montrent bien clairement.
Alors cette fameuse fleur, j'en ai parlé un petit peu, je suis désolé, mais bon, ouais, il y a le bouton et la fleur, je ne sais pas quand elle arrive. Hein. On voit ici hein, les pétales qui tombent comme un capuchon, hein, et du coup la fleur est toute nue. Là. Mais tout est très vert, enfin rien n'a des caractéristiques véritablement florales, même si les organes sont là. Voilà, là on a le début des grains, vous connaissez ce stade-là. La baie de raisin, c'est aussi très intéressant. À l'intérieur, on a quelque chose de très sec, avec de l'huile très dense, et à l'extérieur, c'est très aqueux, et c'est très fragile. On a un fruit qui mûrit en fin d'été, en automne, qui a plutôt le caractère d'un fruit de printemps. Les fruits très aqueux sont plutôt des fruits de printemps. En automne, vous avez plutôt des fruits denses, pensez aux coings, aux pommes, etc., aux nèfles, etc., qui ont besoin de gelée, surgelée. Enfin, on a un caractère, donc on a ce caractère végétatif, cette grande puissance végétative ne se laisse pas du tout arrêter par la fleur, il va jusque dans le fruit, est présente dans le fruit, et tant que le fruit est vert, on a encore quelque chose qui est très très végétatif en fait. Et c'est seulement à partir de la maturation du fruit qu'on passe au stade de différenciation. C'est-à-dire que le raisin, la vigne, fait sa fleur dans la maturation du raisin et peut-être après dans le travail que vous faites de fermentation. C'est-à-dire qu'il y a un décalage total du processus. Alors, juste pour montrer, on a vu Van Gogh hier avec Georg, alors j'ai pris d'autres images hein, parce que j'aime bien le semeur aussi, mais il a fait la vigne aussi, vous voyez. Il a pensé à vous. Mais c'est intéressant l'ambiance de la vigne verte, la vigne rouge. Donc, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand les fruits sont mûrs, les feuilles se mettent à fleurir aussi. Donc votre vigne, elle fleurit quand elle est rouge. Elle ne fleurit pas quand elle fleurit, du point de vue du processus. Du point de vue dynamique, la différenciation de la vigne, c'est au moment où le raisin est mûr et où les feuilles le montrent aussi. Les feuilles mûrissent et peuvent avoir des très belles couleurs. Donc ça me paraît très important que les feuilles passent par ce stade de maturation en automne, et qu'elles ne restent pas vertes et qu'elles tombent avec un coup de gel ou je ne sais pas quoi. Vous voyez la différence d'ambiance, champ de blé. Vous voyez là, ici l'aspiration vers le ciel. Hein. On pourrait dire que là, dans le champ de blé, la terre s'élève vers le ciel, hein, et chaque tige de blé emporte... le ciel descend sur la terre. Chaque tige de blé, en fait, est concentrée de soleil et descend jusque sur la terre qui est jaune. Hein, vous voyez, on a vraiment la lumière qui pénètre dans la terre avec le blé. Hein. Et si je compare avec la vigne, là, on pourrait dire c'est l'inverse. Là, on a une plante qui retombe et qui cherche, la terre s'élève vers le ciel chez la vigne. La vigne cherche toujours plus à s'élever et retombe toujours, et en permanence cherche à s'élever plus haut, et retombe et cherche toujours à s'élever. Et là, il y a une indication intéressante, assez particulière, qui peut donner à réfléchir, en tout cas comme hypothèse. Rudolf Steiner dit dans les ambiances de vignoble, c'est une ambiance qui soutient le moi, l'individualité humaine. Et je me suis demandé pourquoi, et je me dis, si je regarde ce geste, en fait, c'est la même chose qu'on essaye de faire. L'être humain essaye de s'élever, en fait. Hein, essaye en permanence de s'élever, pas seulement au sens physique. Le petit enfant, il fait ça au sens physique. Mais l'adulte, ou toute notre vie, on essaye de nous élever. Hein, aussi haut qu'on peut. On essaye de devenir humain. Et en fait, la vie nous montre vraiment cette image, comment j'essaye de m'élever, et même si je retombe en permanence, je ne renonce jamais, quoi. Il y a cette dynamique très intéressante de la vigne, alors que le blé, il est tout droit dès la naissance. Il n'a pas à apprendre à s'élever, il n'a pas à apprendre à tenir droit, il est tout droit dès la naissance, donc c'est plus facile. Alors, là, je passe. Voilà. J'en viens à la conclusion. Je voulais vous montrer plusieurs choses. D'une part, que par cette démarche d'observation précise des phénomènes vivants, il faut faire appel à ce qu'on appelle le ressenti. Mais j'ai entendu beaucoup parler du ressenti hier, mais ce que je veux dire, je pense que le ressenti, on peut l'éduquer. Et on l'éduque en regardant précisément des phénomènes. Par exemple, en se posant la question, mes pieds sur terre, mon lien à la terre, comment je le ressens ? Et en partageant ça avec d'autres personnes. Donc on a besoin d'éduquer ce qu'on appelle notre ressenti, de développer nos organes de ressenti. On a des organes des sens comme la vue, le goût, etc. Mais on a des organes psychiques, de l'âme en fait, ce qu'on appelle le ressenti. Et ceux-là aussi, on peut les éduquer. Quand je vois une couleur, comment je ressens intérieurement la couleur ? Ça, c'est éduquer son ressenti. Quand je goûte quelque chose, comment je le ressens ? Est-ce que je peux le dessiner ? Est-ce que je peux le décrire ? Est-ce que je peux le partager à d'autres ? Et dans ce cas-là, le ressenti peut devenir un outil scientifique puisque c'est un outil de partage que je peux objectiver. C'est-à-dire, si vous voyez du jaune ou du rouge, ça ne fait pas du tout le même effet sur vous. Les designers, ils savent très bien, s'ils peignent une pièce en jaune, les gens n'auront pas la même réaction, les mêmes attitudes que si vous peignez la pièce en rouge.
Il y a une réalité objective. Et pourtant, vous ne pouvez pas mesurer l'effet du rouge ou du jaune. Mais vous pouvez le ressentir. Mais ça, vous pouvez l'objectiver, vous pouvez le décrire précisément. Et ça, c'est vraiment un aspect important de ce que propose Rudolf Steiner. Là, on est déjà dans le monde invisible, en fait. Développer des organes pour éduquer notre ressenti, c'est ça. C'est pas plus, quand il parle de science du spirituel, c'est pas un truc mystico-gazeux, c'est ça. C'est tout ce qu'on ressent. Le faire de manière scientifique, ça veut dire partageable, et c'est-à-dire consciente. Et que je peux le décrire, je peux le mettre devant moi. C'est pas juste j'ai ressenti ça et je le fais comme je le sens. Parce que ça, on peut se planter, je le fais comme je le sens. Donc vous voyez, il y a vraiment des pistes pour éduquer notre ressenti. Et ça, c'est ça vraiment qui nous est demandé, je pense, hein, si on veut travailler en biodynamie. Donc partir de notre expérience très concrète, éduquer ses capacités à se lier au phénomène. Et vous voyez que si vous essayez de vivre la vigne en vous, eh bien vous êtes lié à elle. Ma question de départ, comment je me relie, elle passe par la méthode. Si je regarde ce que me montre la plante et j'essaye de la reproduire en moi, de l'accueillir en moi, en fait, je me lie à elle et dans ce cas-là, elle m'importe. C'est ce que dit dans ce texte de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Le renard apprend au Petit Prince comment se lier, comment apprivoiser. Et le renard dit au Petit Prince, tu vois le lien, tu m'as apprivoisé maintenant, et ce lien, c'est une nouvelle réalité. C'est une réalité qui existe maintenant. Même si on se quitte, ça existera pour toujours, ce lien qu'on a créé entre nous. Et ça, c'est ce qu'on peut essayer de faire aussi, évidemment, avec une plante. C'est-à-dire, si vous avez un lien avec votre plante, elle va vous parler, votre plante, en fait. C'est-à-dire, vous aurez au bon moment les bonnes idées, parce que vous aurez essayé de la comprendre de l'intérieur, pas comme un truc à exploiter, mais comme un être avec lequel on veut faire un compagnonnage, qu'on veut accompagner, en fait, avec lequel on veut vivre, en fait, on veut faire un chemin ensemble. Et dans ce cas-là, on peut dire que ce type de rencontre avec la nature, c'est la base de la responsabilité. Parce que si vous avez accueilli quelque chose en vous, avec empathie, vous vous en sentez responsable. C'est la dernière réponse du renard du renard au Petit Prince. Il dit, ça c'est le secret de la responsabilité. Tu es responsable de ta rose parce que tu l'as apprivoisée. Et ce n'est pas une blague. Si vous... tout le monde a vécu ça, je pense. Je sais qu'on a déménagé, par exemple, il y a quelque temps. On avait un jardin. Enfin, ma femme s'occupait plus du jardin que moi, mais était très liée à son jardin. On a déménagé, le jardin a été complètement détruit. Elle en était malade. C'est-à-dire que ce lien l'a rendue malade. Parce que le jardin n'a pas été respecté. Et elle s'en sentait responsable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des réalités qui sont largement aussi fortes que toutes les réalités matérialistes dont on peut vous parler. Et c'est le problème fondamental aujourd'hui qu'on a dans quasiment toutes les professions. Comment être responsable de ce qu'on fait? Il faut avoir des conditions pour connaître tout ce que vous faites. Donc ça, c'est une première chose. Acquérir votre souveraineté, c'est pas facile. On a vu le problème des plans. On n'a même pas le droit de faire ces plans. Connaître d'un bout à l'autre votre vigne, vos plantes, vos animaux si vous avez des animaux, et chercher à les rencontrer pour pas vous en sentir responsable, en être responsable, parce qu'ils font partie de vous, quoi, en fait. Et ça, quand Steiner dit développer des relations individuelles avec le tas de fumier, c'est de ça qu'il parle. Développer une responsabilité pour ce que vous faites. Et ça me paraît vraiment fondamental, et il y a des outils pour ça. Après, j'ai mis des tas de conséquences pratiques, des observations qu'on a faites de la vigne. On en aurait beaucoup d'autres. On en a parlé hier, donc je ne vais pas du tout développer plus. C'est juste pour mémoire, j'ai ajouté ces aspects. Donc, milieu diversifié, comment on fait ça? Sol vivant, il y a cette question-là. Le bois mort, c'est effectivement une question. Il y a des indications très intéressantes sur l'importance des fourmis, des abeilles pour décomposer le bois mort, qui peut rester. Donc, respecter l'axe de la plante, ce qu'on a vu tout à l'heure. Accompagner, maîtriser, au lieu de booster la plante et puis de la couper. J'ai l'impression, moi, quand je vois les viticulteurs près de chez moi, ils sont toujours en train de booster leur plante, ça pousse dans tous les sens, et après ils coupent toujours, et après ils boostent et ils coupent. Je ne sais pas, si je dis à quelqu'un avance et je lui fous un coup de pied s'il avance trop vite, et puis après je lui fais un coup de pied au cul pour qu'il avance à nouveau, il va être un peu désorienté. C'est pas étonnant qu'il tombe malade, quoi. Mais non, mais prenez ces images concrètement, je veux dire. Excusez-moi, je suis aussi un peu comme Georg, un peu violent, mais bon. Voilà, des fois, ça vaut la peine de se poser ces questions. Pour la taille respectueuse de la sève, on l'a vu. L'équilibre croissance-maturation, on en a pas mal parlé. Le soin de tout ce qu'on peut faire en automne pour avoir des bons fruits, de bons bois, une bonne maturation, des bonnes feuilles colorées, soin des bourgeons. Et après, il y a ces questions dont on parlera encore cet après-midi, de régénération, dont on a parlé déjà un petit peu hier, etc. Voilà, je vous remercie.